Max, pour essayer de vous présenter un cas d'usage en entreprise qu'on a fait d'implémentation de l'IA. Mon objectif, c'était de brasser un peu large, donc je vais vous montrer comment on est rentré dans les besoins de ce client, quelle technologie on a mise en place, etc. Les plus techniciens d'entre vous, notamment les libristes, vont péter des câbles, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est pas très compliqué, mais des gens nous payent pour le faire. Et surtout, l'objectif, ça va être ensuite d'aller voir derrière, d'ouvrir un petit peu. C'est-à-dire, si vous avez des questions, même si vous voulez demander, m'interrompre pendant la présentation, faites-le, sinon on le fera à la fin, c'est pas gênant. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur ce qu'on peut faire en IA générative, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire sur le futur du travail, qu'est-ce que ça veut dire ça, etc. Je vais rien aborder en profondeur, je vous mets que la surface, ensuite c'est vous qui allez en profondeur là où vous voulez aller avec moi. Très bien, donc déjà quelques mots, qui je suis, pourquoi je suis là, et comment on fait. Voilà. Lilian Delavaux, c'est moi. Sur la photo, je suis à droite, à gauche, c'est un faisan qu'on a récupéré ce week-end. Il était tout perdu, on regarde en observation, il s'est renvolé, il va très bien. Et donc, juste à droite, c'est moi. Je suis ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Alors, c'est pas une étiquette qu'on se définit soi-même, c'est juste qu'au bout de la troisième boîte, on commence à se dire que visiblement, c'est un hobby ou une pathologie. Je suis intéressé par les sujets tech, par les sujets sur l'économie et la sociologie, et aussi par la paléontologie, et ça n'a vraiment rien à voir avec la présentation de ce soir, juste j'adore ça, on a quelqu'un aussi les fossiles. Je suis déjà vendu nos futurs AI Overlords, on va voir mais dans quelle société on va. En tout cas, c'est un sujet qui me passionne, à la fois sur les aspects technologiques de l'IA, et là on parle d'IA générative, donc finalement, l'IA qui écrit des phrases, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais sur ce que ça, les modèles de société vers lesquels on se dirige, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup, que je vais assez peu présenter ici, sauf dans la conclusion. Je suis ingénieur de formation, avec un focus un peu sur la recherche. J'essaie d'expliquer à mes investisseurs que je suis un chercheur qui a appris à vendre, parce que l'inverse est assez difficile, un vendeur qui apprend à faire de la recherche, mais bon, on voit tout. Senior Web, Python, JS et tous ces frameworks insupportables, parce que pour les plus techniques d'entre nous, le JavaScript s'est imposé, mais on devrait résister. Et donc j'ai aujourd'hui 3 boîtes à mon actif. Donc la première s'appelle Immersive Therapy. On fait des dispositifs médicaux dédiés à la santé auditive. Pour ceux que ça intéresse, c'est tous les sujets des acouphènes chroniques, tous les sifflements qu'on a dans les oreilles, etc. Ce qu'on a développé à l'époque avec Immersive Therapy, pour passer dessus très brièvement, à l'époque on n'appelait pas IA. Aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu facile de coller l'étiquette IA sur tous les gens qui ont fait de l'informatique. Dès l'instant où j'ai empilé 2-3 if and else, bon, ça devait être de l'IA, je pense, à l'époque, c'est plus facile à vendre, mais dans l'idée, en tout cas, c'est très intéressant, c'est ma première boîte, et c'est là-dedans que j'ai un peu fait mes armes, et donc aujourd'hui, on a un dispositif de soins qui s'appelle Cabazon, qui est toujours utilisé par plus de 2500 patients mensuellement, et qui permet d'atténuer les gènes causés par les acouphènes chroniques. Une deuxième boîte s'appelle Life, on fait l'organisation d'obsèques en ligne. Là aussi, on a des sujets d'optimisation et d'IA qui interviennent, même si c'est un petit peu plus marginal. L'organisation d'obsèques en ligne, c'est un sujet qu'on travaille avec mes associés parce que, comment dire, bon, je suis ingénieur, je suis censé faire de l'informatique, j'ai fait du médical, je me suis dit autant aller dans le funéraire, comme ça vraiment on sera allé au bout des trucs compliqués. Et aussi parce que, à titre personnel, il y a un truc que j'aime beaucoup. On raconte un peu ma vie, bon, vous êtes là, vous écoutez, quand je me lâche. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est entreprendre à des endroits où la douleur qu'on essaie de résoudre est évidente. C'est-à-dire que quand on est dans le médical, qu'on a un patient qui vous dit j'ai mal, si vous pensez avoir une solution et qu'il a moins mal, bon, a priori c'est assez clair que vous avez réussi le truc, on dort vachement bien le soir. Le funéraire, malheureusement, peut faire revenir les défunts. Par contre, mieux gérer ce moment dans la vie qui est très douloureux, qui est celui du deuil, c'est aussi assez intéressant et ça passe par des trucs aussi triviaux que l'organisation d'obsèques. Et pour finir, et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous ici, depuis maintenant 8-9 mois, on a ouvert une filiale, on a ouvert une boîte qui s'appelle Miyakito, dans laquelle on fait de l'intégration IA. Je pourrais vous dire que c'est une opportunité de marché énorme, et je pense que c'est vrai, c'est une opportunité de marché de faire de l'IA aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a du potentiel, il y a de la valeur à créer, etc., c'est super. Mais surtout, c'est une technologie qui est tellement transformative que je sais pas, c'est un petit peu comme vous êtes dans un parc d'attractions, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire, et là il y a un petit train qui passe avec plein de lumière, vous dites ah ben, je veux en être, vous montez dedans. Je suis monté dans le train aussi parce que j'avais envie d'en être et parce qu'il me semblait qu'il y avait des choses intéressantes à en faire. Donc voilà, donc on va rentrer un petit peu là-dedans. Est-ce que je vais vous présenter ce soir? Je me suis toujours beaucoup creusé la tête pour savoir quel nom donner à mes boîtes, et au final j'ai juste décidé que j'allais prendre des trucs que j'aime bien aller sur les gars, il n'y a pas de message caché. Qu'est-ce qu'on fait dans Miyakito? On a 3 missions qu'on essaie de faire en succession le plus vite possible l'une après l'autre. Conseiller déjà, parce qu'en fait la plupart des gens qui viennent me voir en call, ce qu'on appelle en avant-vente, si vraiment c'est dans une logique business,
C'est rarement des gens qui disent « Ah, je veux tel projet IA », comme on va voir des fois des ESN, on va les voir, on va dire « J'ai un cahier des charges, etc. » La plupart du temps, c'est pas ça qui se passe. Et vous, dans vos boîtes, peut-être, c'est ce que vous ressentez aussi. La plupart des gens qui viennent me voir pour de l'intégration IA, ils viennent me voir en mode « Bon, il se passe ça dans ma boîte, j'ai vu qu'il y avait de l'IA qui faisait des choses, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Donc nous, notre premier boulot, en général, et c'est pas forcément quelque chose qu'on va arrêter de faire parce que tout le monde n'est pas à la même page, c'est d'abord conseiller. Il semblerait qu'il y ait plein de choses à faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc identifier les opportunités. Parce qu'en fait, l'IA, si vous voulez, c'est un peu comme un marteau, en tant qu'outil, c'est un outil. Donc on peut essayer de caler une porte avec un marteau, c'est juste pas le truc le plus adapté. Par contre, si on a des clous, c'est déjà plus intéressant. Donc j'ai envie de dire que le premier boulot que nous on a chez Miyakito, mais en fait qu'on a dans n'importe quelle boîte, et vous aussi dans les vôtres ou dans votre pratique, ça veut de se dire quels sont les problèmes qui méritent que je mette du temps dedans avec de l'IA, et lesquels seraient juste du petit gadget qui risque d'être obsolète dans 3 mois. C'est pas un petit sujet ça en fait, parce que dans un milieu qui en 1 an est passé de quasi inexistant, sur l'IA générative je parle, est passé de quasi inexistant ou réservé à une élite à aujourd'hui omniprésent, et vous êtes tous là dans la salle pour écouter un truc sur l'IA générative, tous les 2 mois il y a des dingueries en fait. Tous les 2 mois il y a des trucs qui évoluent. Et c'est assez dur dans son entreprise ou nous pour nos clients de proposer des choses dont on sait qu'elles vont être durables. Donc il y a du conseil. Ensuite, il n'y a pas de doute, il faut tester. C'est-à-dire qu'il faut être capable de vite voir ce qui se passe. Et alors là, c'est plus une remarque sur la création de produits en général que sur l'IA en particulier. On ne peut pas savoir ce qui va accrocher ou ce qui ne va pas accrocher. On peut faire toutes les études de marché du monde. Au final, si le marché n'en veut pas, donc si les clients n'en veulent pas, ou si c'est pour la productivité, par exemple, si c'est l'IA pour la productivité en interne, si les salariés n'en veulent pas, ça ne sert à rien, on aura perdu notre temps, on aura perdu notre argent. Nous, en l'occurrence, chez Miyakito, on essaie de répondre à la question comment essayer, et notre solution, c'est un prototypage rapide et assez agressif. C'est-à-dire que, en fait, justement, puisqu'on vit dans un monde essentiellement augmenté par l'IA, aujourd'hui, le temps pour déployer un prototype chez un client est passé de 2 mois à 2 semaines à 2 jours. Et quand je dis ça, c'est pas forcément une manière de parler ou une vue d'esprit. Sur certains sujets assez simples, d'assistants experts, comme ceux que je vais vous présenter, on est capable, littéralement, en 2 jours, de mettre un prototype chez notre client, chez nos clients ou chez nos partenaires, et donc de vérifier tout de suite ce qui se passe. Donc ça, c'est assez intéressant. Et d'aller ensuite jusqu'au déploiement, évidemment, parce que alors ça, c'est un sujet un petit peu plus large, mais une fois qu'on s'est un petit peu amusé, qu'on a joué avec son chat GPT, son GPT, son assistant ou autre, vous poserez des questions, n'hésitez pas là-dessus si vous en avez, il se pose la question de comment je mets ce machin-là en prod. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas des considérations de sécurité? Est-ce que j'ai envie que toutes mes données partent aux USA? Si oui, sous quelles contraintes, etc., etc. Donc, en l'occurrence, on va partir de l'étude de cas d'un client qu'on a eu. J'ai pas réussi à le prendre au téléphone aujourd'hui, donc c'est pas comment dire, il n'y a pas une confidentialité énorme, mais j'ai pas mis le vrai nom. Donc j'ai mis le nom le plus nul que j'ai pu trouver pour ça. C'est un organisme qui s'appelle donc pour nous ce soir qui va s'appeler Forma Plus. Et en fait, le boulot de Forma Plus, c'est de faire des conseils aux organismes de formation. Vous voyez tous les organismes de formation qui vont être certifiés Calliope ou certifiés CPF ou ce genre de choses-là. C'est compliqué à faire, c'est-à-dire quand vous êtes un petit organisme de formation, une petite école, c'est pas évident. Et donc lui, son boulot, c'est faire ça. Donc ses clients, c'est qui? C'est des organismes de formation. Et si on va plus loin, les clients de ces clients, c'est les élèves. Donc les élèves, ils vont dans les organismes de formation, et les organismes de formation vont voir Forma Plus pour rentrer, cocher toutes les cases, notamment réglementaires. Donc son besoin à lui, quand il est venu me voir, vous me dites si je vais trop vite, tout ça, des questions, parce que j'enchaîne. Son besoin à lui, c'était de me dire, en gros, il est venu me voir et il m'a dit, Lilian, on est embêté parce que, en fait, on doit avoir quelque chose comme 2000 clients aujourd'hui en France. Il dit, on n'arrête pas de m'appeler, de m'envoyer des mails pour me poser les mêmes questions sur la réglementation française. Cas assez classique, ils disent qu'il n'y a pas une IA qui pourrait répondre à tout ça, qui connaîtrait les réponses. Donc en l'occurrence, je dis, si, effectivement, il y a plein de méthodes. Alors, volontairement, je ne rentre pas trop dans la tech durant cet échange-là, mais il y a des méthodes un peu compliquées, pas forcément utiles, comme du fine-tuning, ou faire une IA qui est vraiment spécialisée pour répondre à ça. On peut faire de la recherche augmentée, ce qu'on montrera tout à l'heure, qui est un peu plus adapté, où une IA va aller chercher les sources, puis répondre correctement aux demandes des différents clients avec les sources. Il y a des solutions pour ça. Sachant que lui, il a un défi, c'est que ce qu'il faut ingérer pour répondre correctement, c'est quand même tout le corpus légal français, les jurisprudences, bon, c'est le code du commerce et de l'industrie, c'est certains codes relatifs, les morceaux de code relatifs à la formation, voilà.
Donc en fait, lui, son processus actuel, c'est que dès qu'on lui pose une question, il va chercher dans les bons bouquins, ou plutôt, pour être plus raisonnable, il va chercher sur Legifrance sur Internet, il va trouver l'information et il répond. Et à raison, lui, ce qu'il pense, mon client à ce moment-là, Format Plus, c'est que c'est pas à valeur ajoutée énorme, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait le faire. Le problème, c'est que n'importe qui, aujourd'hui, dans sa boîte, ils sont 5 et ils ont tous du boulot, donc ça leur prend beaucoup de temps. Donc une première proposition qu'on lui fait, c'est de faire un agent conversationnel avec un RAG, avec de l'embedding de vector search, qui soit mis à jour en temps réel. Ceux qui ont compris, vous vous dites c'est hyper simple, ceux qui n'ont pas compris, je suis désolé, c'était volontairement un peu nerveux. Mais dans l'idée, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, on va transformer sa boîte mail en un petit agent IA qui va connaître les fameuses sources, qui va connaître le corpus légal français, qui va être capable de répondre correctement à ses clients. Et alors, comment construire un RAG? Alors, un RAG, ça veut dire quoi? Ça veut dire Retrieval Augmented Generation. Qu'est-ce qui distingue le genre de système que je propose de mettre en place pour mon client de ChatGPT, concrètement? ChatGPT, je ne sais pas, juste à main levée, qui l'utilise? Allez, on va dire au moins une fois par semaine. Je peux lui dire. Non, donc voilà. Qu'est-ce qui distingue? En fait, pourquoi mon client ne va pas sur ChatGPT? Pourquoi il ne branche pas juste ChatGPT pour répondre à tout le monde? Qu'est-ce qui fait, vous, si quelqu'un peut éventuellement répondre, je vais essayer de faire un tout petit peu d'interaction avec vous aussi, qu'est-ce qui fait que vous ne seriez pas très à l'aise à l'idée de mettre tous vos clients, ou tous les clients de Format Plus, si vous vous projetez dans mon cas, face à ChatGPT? Quelle crainte vous auriez? RGPD, ouais, donc sécurité des données, derrière? Que ce soit pas la bonne réponse, effectivement. Vous voyez ce que c'est une hallucination? On parle un petit peu d'hallucination, je pense, pareil, c'est tout ça un peu dans le truc. Donc, on a peur de quoi? En fait, on a peur qu'il raconte des conneries, ou éventuellement qu'il raconte qu'il était vrai en 2017. Ça arrive aussi beaucoup. C'est pas des hallucinations en tant que telles, c'est juste que ChatGPT, il a été entraîné sur des bases, alors aujourd'hui il a été mis à jour récemment, là c'est 2022, mais en tout cas, on l'a vu, il y a un corpus légal qui n'arrête pas d'évoluer. Donc ça marche pas. Ça marche pas. Et en fait, ce qui est intéressant, et si je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le donne parce que pour moi c'est très important, ChatGPT ne sait rien. Les modèles de langage, les LLM, ne savent rien. Quand ils savent quelque chose, c'est plus ou moins du hasard. Ou c'est plus parce que c'est plus facile en général de dire un truc vrai, quand on le connaît, que de dire un truc faux. Par contre, ces modèles savent parler. Et donc au quotidien, dès l'instant où on a envie d'avoir une information de qualité, on a surtout envie que ces modèles, ils parlent. On n'a pas envie qu'ils savent, qu'ils sachent. D'ailleurs, c'est chaud. Je peux faire ce petit modèle avec un agent conversationnel et un échange. Ils ne savent rien. Et donc en fait, comment est-ce qu'on va améliorer lourdement la qualité des réponses d'un agent conversationnel? En fait, on va mélanger le savoir d'une source de savoir correcte et propre, par exemple ici le corpus légal français, avec les capacités de l'agent de parler. C'est un petit peu comme si, à chaque fois que je pose une question à mon IA, elle va d'abord vérifier l'information, et une fois qu'elle a la bonne information, elle utilise sa capacité à parler pour pas juste donner la citation du code du commerce, mais elle exprime en une phrase simple la réponse à la question « Ah oui, tu as raison, dans le cadre de Calliope, il faut faire ça, ça et ça ». Et donc du coup, pour faire ça, pour réussir à faire donc, un RAG, donc de la génération augmentée par retrieval, comment je traduirais ça? Récupération, de la génération augmentée par récupération, on a besoin de 3 trucs. L'intelligence brute, on l'a déjà, c'est ChatGPT. Si c'est pas ChatGPT, c'est une API qui fait la même chose. Si c'est pas OpenAI, c'est Claude. Si c'est pas ça, c'est un concurrent, même s'il n'y en a pas beaucoup qui tiennent la route. L'intelligence, on la connaît tous, on l'a dans notre téléphone, on l'a sur l'application. Mais il faut 3 trucs pour que ça marche. Il faut une source de savoir. Là, si je reprends Format Plus, il faut quoi? Il faut le corpus légal français. Mais il faut également du savoir-faire. C'est quoi les règles métiers? Comment est-ce que je fais bien mon métier? Comment est-ce que je réponds bien? Comment est-ce que je m'assure que je ne fais pas de bêtises? Et voire même comment je vais chercher dans ce savoir. Parce que si vous demandez, si vous avez un gosse de moins de 12 ans que vous lui filez le code civil, il a beau savoir lire, a priori, il ne va pas être capable de répondre correctement aux questions parce qu'il lui manque ce savoir-faire. Et c'est un truc que je vois être souvent négligé, malheureusement, dans le domaine de l'IA. Le savoir-être, l'éthos, la personnalité, le ton, l'humour, les valeurs que porte cet agent conversationnel. C'est pas parce que c'est pas un humain qu'il peut pas être un peu sympa. On n'a pas dit qu'on allait cacher que c'est un robot, mais c'est quand même sympa qu'il soit sympa, parce que moi, je vais vous dire un truc, alors ça, je pense que c'est une question de point de vue, ça ne me gêne pas demain qu'un robot me réponde au téléphone. Par contre, il faut qu'il comprenne mes vannes. Sinon, ça va être super gênant, voilà.
On parlera de l'intelligence émotionnelle des humains comparée à l'intelligence émotionnelle des IA tout à l'heure. Donc voilà. Donc, on se met en tête de bosser là-dessus et de commencer à travailler pour notre client Format+. Alors déjà, on doit s'occuper de la partie savoir. Comment est-ce qu'on acquiert et comment est-ce qu'on représente le savoir? Alors on utilise une technique, là aussi désolé pour les plus ingénieurs d'entre vous qui vont lever les yeux au ciel parce que je vais dire des évidences. On utilise une technique qui s'appelle la vectorisation, qui est assez sympathique. Alors si vous ne la connaissez pas, je vais vous la représenter. En fait, le principe de la vectorisation, c'est que... Alors, je vais plutôt poser la question à laquelle la vectorisation répond. J'ai mon corpus légal, j'ai une question d'un interlocuteur qui me dit comment est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, quelle surface je dois remplir pour me faire certifier Calliope. Tout bête. Ok? Comment je sais dans quelle page c'est? Parce que je ne sais pas si vous avez essayé de copier les 4000 pages du code civil dans le prompt de ChatGPT, mais ça ne tient pas. Il vous dit this model limit is exceeded, machin, machin. Et même avec des modèles qui sont très larges, parce qu'aujourd'hui on a des modèles qui font, dans le cas de GPT, par exemple, on va jusqu'à 128 000 tokens. Donc 128 000 tokens, à peu de choses près, ça fait 80 000 mots, ça fait un petit bouquin quand même. Malgré tout, comment on sait? Et puis ça, il n'y a pas que le code civil, il y a plein de choses. Comment est-ce que je sais, par rapport à la question de l'interlocuteur, quelle page finalement du code civil est pertinente? Alors vous n'êtes pas trop con, vous avez un sommaire, peut-être que c'est par ordre alphabétique, etc. Mais comment notre modèle il sait? En fait, la vectorisation, ça consiste à prendre toutes les pages du code civil, dans le cas présent, on prend toutes les pages du code civil, et en fait, on va les ranger dans un espace. C'est le moment un peu technique. J'ai une page, par exemple, qui parle, toutes les pages qui parlent du Calliope, je vais les ranger ici. Imaginons que cet espace, ce soit ma base de données. Je vais le ranger ici. Là, j'ai un truc qui parle de l'autorisation de cultiver le blé, dans le code civil. Hop, je le mets plus. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la vectorisation consiste, pour faire très simple, à regrouper en un même endroit, avec les coordonnées GPS finalement. Je mets autour de même coordonnées GPS dans une sorte de base de données qui a les coordonnées, tous les trucs qui parlent du même sujet. Et donc, du coup, quand j'ai quelqu'un qui arrive et qui pose une question qui dit « Ah, c'est quoi le SAFA pour se faire certifier Calliope ?» Ben, je prends sa question et je me dis, si je devais ranger cette question dans mon espace, je la mettrais où? Bon, il y a le mot Calliope dedans, je vais chercher ici. Donc ma question, si je devais la ranger, elle serait là. Et autour de ma question, j'ai tous les documents qui parlent du même sujet que la question. C'est ça la vectorisation en fait. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les contenus de notre ami dirigeant de Format+, évidemment le corpus législatif, mais aussi ses précédents échanges, parce qu'il a déjà perdu du temps, il a déjà passé beaucoup de temps à répondre à ses clients 10 000 fois à la même question. Il a déjà fait des podcasts, voilà, histoire vraie, il a déjà fait des podcasts, audio, etc., qu'il va falloir transcrire. Il a déjà fait des super supports de formation quand lui-même doit former ses propres salariés. Donc on va prendre tout ça, on va le découper en petits bouts, en demi-page ou en page à peu près, et on va les ranger dans cet espace. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'aurai une question d'un utilisateur, je n'aurai pas besoin de présenter à mon IA l'intégralité du corpus législatif français. J'aurais besoin de lui présenter les 3-4 pages dans tout ça, les plus pertinentes pour lui. Donc ça, c'est la première technique qu'on utilise, et je vais prendre avec vous les besoins exprimés par les entreprises aujourd'hui, de ce que je vois. C'est des besoins un peu classiques. À 95%, c'est ce genre de trucs-là dont ils ont besoin. Ils ont besoin de l'intelligence d'une IA qui est capable de répondre avec des mots sympathiques, capable de s'adapter à l'interlocuteur et à l'historique, plus une très bonne source de données. Et c'est là que vous voyez que l'IA n'est pas magique non plus. Hein. Si on n'a pas de source de données, si on n'a pas de réponse aux questions, c'est pas l'IA qui va les inventer. En tout cas, pas avec ce genre de modèle. Donc on a fait le savoir. Il nous reste aussi le savoir-faire. Mettre en situation de savoir. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus proche de ce que vous faites au quotidien. Quand vous êtes sur ChatGPT et que vous commencez à prompter, ou que vous utilisez les derniers hacks à la mode pour avoir de meilleures réponses de la part de ChatGPT. D'ailleurs, j'ai appris très récemment que si on promettait à ChatGPT qu'on allait lui donner de l'argent s'il répondait mieux, il répondait mieux. L'histoire ne dit pas s'il se vexe si on ne le fait pas. Mais en l'occurrence, ce genre d'astuces-là, qui en fait sont juste des conséquences de comment le modèle a été entraîné, voilà. Ou alors si on lui promet une promotion professionnelle, des trucs comme ça. Le fait est que pour le savoir-faire, ça va essentiellement consister à construire une forme de fiche de poste de l'agent conversationnel. Une fiche de poste de ce système capable de répondre aux questions des utilisateurs dans le cas de Format+. Qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit agir, ne pas agir, etc. Et en fait, j'ai utilisé le terme de fiche de poste et pas de prompt ou encore, je sais pas, de fichier de configuration, parce qu'en réalité, alors nous c'est comme ça qu'on fait chez Negrito et chez les copains que je connais qui font le même genre de métier que moi aujourd'hui, c'est pareil. En fait, c'est relativement proche de la formation d'un individu.
c'est quoi les règles à suivre, à faire, ne pas faire, etc. Nous, en interne, quand on doit créer l'agent conversationnel d'un nouveau client, une fois qu'on a fait la partie savoir, on fait littéralement une fiche de poste. Un peu comme, voilà, vous accueillez un nouveau salarié, vous dites, ben voilà, tu t'assois là, quand le client appelle, tu lui dis bonjour, parce qu'on est très petit, tu lui parles comme ci, tu parles comme ça, etc. Et donc, une forme de règle d'or, parce que parfois on se dit, oui, mais attends, l'IA, elle est capable de faire juste quoi? Donc un truc qu'on indique souvent, c'est que, quand on est notamment sur cette phase un peu préliminaire, on discute avec les clients pour leur dire, bah, qu'est-ce qu'il est raisonnable finalement de confier à une IA aujourd'hui, maintenant, là, en décembre 2023. Concrètement, ce qu'on dit, c'est que si on peut former un employé non spécialisé à faire la tâche dont on parle en une demi-journée, probablement qu'une IA va pouvoir le faire. Parce qu'en fait, en une demi-journée, on a le temps de présenter des règles, de les faire appliquer, etc. Donc voilà, ça peut peut-être faire flipper, mais c'est le niveau qu'on atteint. Alors ce que je dis souvent, c'est pas pour être méchant avec les gens qui sont en stage, c'est que si vous pourriez former un stagiaire à le faire, probablement qu'une IA va être capable de le faire aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut reprendre ces stagiaires qui ont chié pour trouver des boîtes, mais ça donne un peu une idée du degré cognitif qu'on a atteint. Gageons que d'ici 6 mois, 1 an, ce stagiaire va devenir un junior, ce junior va devenir un senior, etc. Et avec toutes les implications que ça a, on pourra en parler aussi. Le fait est qu'aujourd'hui, le savoir-faire, ça passe littéralement par une fiche de poste écrite en langage naturel. On oublie les if, on oublie les règles clean, on essaye d'expliquer correctement à notre IA comment elle doit se comporter. Et enfin, comme je vous l'ai dit, un peu d'âme. Un peu d'âme. Alors, ça peut faire sursauter, mais dans l'idée, le prompt engineering, donc le travail qu'on fait sur ce prompt-là, il ne s'arrête pas à ça, et il va aussi toucher donc, le temps employé et sa compréhension des états émotionnels de l'autre. Alors, je ne sais pas si vous aviez suivi ce truc-là. Pour qui, dans l'Alliance, la theory of mind, ça parle? À main levée. Alors, je suis super content de vous apporter un truc. La theory of mind, en fait, c'est un mot un peu compliqué pour un truc qui est relativement simple, c'est à quel point un individu est capable de se représenter ce que l'autre a en tête. Par exemple, vous prenez un enfant de 2 ans, vous lui cachez une friandise. Alors, elle est compliquée à expliquer cette expérience. En fait, la theory of mind, c'est ce qui fait qu'on pense savoir ce que savent les autres. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je cache un post-it jaune sous cette tablette, je le cache là, je sors de la pièce. L'un d'entre vous prend le post-it jaune et le met sous mon MacBook. Puis je reviens, je n'ai pas vu l'opération de changement de post-it jaune. Si vous pensez, quand je vais chercher le post-it jaune que je vais regarder sous la tablette, vous avez la theory of mind. Parce que vous savez que moi, a priori, je pense qu'elle est là. Un enfant de, alors je ne sais plus la limite, je crois que c'est 2 ou 3 ans, il sera surpris. Il se dit, il est con de regarder sous la tablette, puisqu'elle est sous le MacBook. Je l'ai vu, moi. C'est pas faire la distinction entre ce que lui voit, entre sa connaissance du monde et la connaissance de l'autre. Et donc, je vais étendre là, pour aller vite, parce que l'idée c'est de partir sur la psychose pour 2 heures. L'idée c'est que, en général, c'est comment est-ce que je comprends ce que l'autre a en tête. Il faut que vous sachiez que les modèles de type GPT-4, ils ont l'intelligence, la théorie of mind, je crois. J'ai vu un papier passer, il y a facile 1 an, donc ça a dû évoluer, d'un enfant de 6 ans. Ça n'a pas l'air beaucoup, parce qu'en plus le truc il sait parler et tout, mais c'est énorme, parce qu'en fait, on est passé de la théorie of mind, je crois, en équivalent humain d'un enfant de 1 ou 2 ans à un enfant de 6 ans en 12 mois. Donc, voilà. Imaginez la théorie of mind, un truc qui a 100 piges, quoi. Enfin, ça va être incroyable. Non, voilà. Donc, c'est que des métriques, mais l'idée c'est de se dire qu'on partait quand même de modèles dont le but était essentiellement de produire du langage. On s'en fout, il ne sait même pas ce que c'est un interlocuteur, il ne sait pas ce que c'est être un humain. À des modèles qui sont capables de savoir pourquoi vous vous trompez, vous en tant qu'interlocuteur humain. Tout ça pour dire qu'il n'est pas vain d'indiquer, et à travers un truc aussi trivial que du prompting, il n'est pas vain d'essayer de travailler un peu sur la personnalité d'une IA. Je laisserai à votre jugement le fait de savoir si on lui donne une personnalité ou si on lui apprend à imiter une personnalité. C'est un sujet de débat philosophique hyper intéressant. Le fait est que c'est le cas. Et pour ceux qui se demandent comment on fait, le plus simple avec tous les LLM comme ChatGPT, etc., ou comme ces là c'est des exemples. Ça sert à rien de lui dire tu es gentil et bienveillant. On nous donne un exemple avec quelqu'un qui est tout paumé.